Merci. Donc on a vu dans le précédent exposé la quête de la perfection qui a eu lieu sur les 20 dernières années à l'avènement du numérique dans l'appareil photo et comment le numérique, disons, a profondément changé l'appareil photo. Et donc on a vu sur les années 2000, c'est la correction des défauts. Tous les défauts du hardware, alors pour les physiciens, on a essayé de les corriger numériquement. Restez près du micro. Oui, pardon. Voilà. Donc tous les défauts du hardware, de l'optique, du capteur, on a essayé. Donc ça a été modélisé et corrigé numériquement au tel point qu'aujourd'hui les appareils photo, on va dire, c'est rare de voir des défauts. Il faut aller chercher dans les réflexes dans lesquels on a laissé toute la flexibilité aux photographes de faire des corrections a posteriori pour voir ça, mais dans un téléphone, une caméra de téléphone, ces défauts commencent complètement à disparaître. Donc ils sont corrigés numériquement, et à tel point que l'appareil photo d'aujourd'hui est presque un objet scientifique. Il a la capacité de reproduire du réel, mais bien sûr c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à non pas reproduire les réels, mais plutôt reproduire ce qu'on pense avoir vu du réel ou ce qu'on aimerait voir du réel. Alors, à travers le numérique, il y a d'autres petites révolutions ou évolutions de l'appareil photo qui ont eu lieu. Et pour rebondir sur une des questions qui a été posée, après la correction des défauts, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des défauts comme source d'information pour avoir des propriétés nouvelles? Et donc, notamment les aberrations chromatiques ont été utilisées afin d'augmenter la profondeur de champ en cumulant la profondeur de champ des trois couleurs présentes, rouge, vert, bleu. Et donc il y a à peu près peut-être plus d'un demi-milliard de caméras qui ont été fabriquées avec ce dispositif. Donc c'est dans les téléphones le passage aux 3 millions de pixels jusqu'aux 8 millions de pixels. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un appareil photo de 3 à 8 millions de pixels sans autofocus, avec une profondeur de champ tout à fait raisonnable grâce à ce principe. Mais avec la course des pixels, la résolution est passée les 8 millions de pixels et aujourd'hui, on a encore besoin d'un autofocus. On n'a pas trouvé de système qui nous permet de nous en affranchir encore aujourd'hui. Alors, donc il y a d'autres évolutions similaires à celle-là dans l'appareil photo. Je vais en citer 3, je vais illustrer ça à 3. Alors, le titre, l'exposé, c'est l'appareil photo du futur, mais je dirais, là, je vais me limiter au futur très proche. Et il est déjà assez bouleversant, j'allais dire, en termes de modification de l'appareil photo. Et enfin, juste préciser, je ne vais pas parler de photographie, donc c'est l'objet d'appareil photo dont je vais parler. Néanmoins, évidemment, l'objet, enfin l'outil a évidemment un impact sur son résultat. Donc, je vais parler de miniaturisation. Alors, la miniaturisation, elle a eu lieu sur ces 5-10 dernières années. C'est ce qui a abouti à l'arrivée des caméras dans les téléphones. Et ça a eu pour conséquence la démocratisation des caméras. Je pense qu'à peu près tout le monde a une caméra dans la poche. Et cette démocratisation induit un changement, disons, dans la demande, dans ce qu'on attend d'un appareil photo. Et on va le voir, quel impact ça a sur l'instant, donc la capture de l'instant qui est profondément modifiée, et sur l'interprétation, ou disons la retouche, j'allais dire, esthétique et automatique, alors, je ne sais pas si ça va de pair, qu'on attend de l'appareil photo. Alors, miniaturisation, démocratisation, je pense que la photo parle d'elle-même, comme toute photo. Tout le monde a un appareil photo dans la poche. Il y a plus d'1 milliard d'appareils photo qui sont fabriqués chaque année. Donc, évidemment, ça fait pas forcément plus d'1 milliard de photographes ou de grands photographes chaque année. Et on va voir par la suite comment ça bouleverse la demande sur l'appareil photo. Alors, évidemment, cette démocratisation, pour l'avoir dans la poche, l'appareil photo, il a fallu miniaturiser. Et la miniaturisation, donc on a posé la question aux ingénieurs il y a 10 ans, est-ce que vous pouvez me faire aussi petit que l'appareil de droite, quelque chose qui serait à peu près aussi performant en sensibilité que l'appareil de gauche? C'est ça la question. Et en tout cas, disons, pour qu'un objet soit utilisé ou se diffuse, il faut qu'il atteigne un niveau de qualité minimal acceptable pour l'utilisateur. Donc,
on a jugé que les réflexes numériques sont arrivés sur le marché quand leur qualité était jugée à peu près raisonnable par les photographes. On s'est dit, ça sera la même chose pour les caméras qui tiennent dans la poche. Et en fait, alors, la miniaturisation, pour faire une caméra petite, évidemment, il faut partir d'un capteur petit. Alors, un capteur plus petit, c'est une perte de sensibilité. Alors, entre les deux appareils que je montrais tout à l'heure, enfin, la slide avant, donc on a un réflexe, qu'un APS-C, qui a un certain nombre de millimètres carrés de partie photosensible à la lumière, et un capteur de téléphone, un capteur à 1/3 de pouce, qui a à peu près 20 fois moins de surface photosensible, ce qui le fait à peu près 20 fois moins sensible. Alors les photographes aiment bien parler en stop, c'est-à-dire à peu près 4,5 stops de moins que l'appareil photo, disons, classique. Alors, si on regarde sur les 10 dernières années, la physique, quand même, nous aide. Les physiciens, les fabricants de capteurs ont travaillé. Alors, évidemment, ils ont travaillé à augmenter le nombre de pixels, donc à miniaturiser le pixel, en faire toujours plus sur la même surface. Mais ils ont aussi, tout en miniaturisant et augmentant le nombre de pixels, réussi à augmenter la sensibilité des pixels. Alors, bon, c'est sur à peu près une dizaine d'années, on note à peu près, alors ça dépend des constructeurs, évidemment, il y en a qui sont plus ou moins bons que d'autres, mais environ 1,5 stop de gagné au niveau de la physique. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gains à venir? C'est pas évident. Hein. Donc, il reste encore un gain potentiel. Le quantum efficiency, c'est-à-dire que la capture, la probabilité de capture d'un photon est d'environ 60% aujourd'hui. Donc, on voit qu'il n'y a plus grand-chose à gagner, sauf aller chercher de la lumière dans les longueurs d'onde que l'œil ne voit pas. Alors, en fait, le gain a eu lieu aussi, comme Gérard l'a illustré, à travers l'algorithmie, les traitements numériques. Alors, en 10 ans, la puissance de calcul a été multipliée à peu près par 100, enfin, de ce qu'on peut mettre dans un appareil mobile. Et donc, je dis souvent que la limite d'imagination de mes ingénieurs est limitée par la puissance de calcul qu'on met à leur disposition. Évidemment, là, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination. Un facteur 100, c'est pas mal. Et de même pour la recherche. Et en fait, aujourd'hui, à peu près, on a gagné en 10 ans, enfin pas en 10 ans, à peu près 3 stops au niveau du traitement numérique. Alors vous avez vu des images tout à l'heure, je vais à nouveau l'illustrer, mais là en comparaison par rapport à un appareil un peu historique. Donc j'ai choisi un appareil qui a exactement 10 ans d'âge, un Nikon D70S, à ISO 3002. Alors il ne montait pas exactement cet ISO parce qu'il jugeait, Nikon jugeait cette qualité d'image absolument inacceptable, donc il était limité à ISO 1600, mais en truquant un peu, on peut simuler un ISO 3200 sur cet appareil. C'est la sortie JPEG du constructeur. Donc ça, il y a déjà du traitement d'image, hein, beaucoup de traitement d'image déjà dans cet appareil. Mais malgré tout, on voit bon, évidemment du bruit et ce qui explique que Nikon ne voulait pas monter à cet ISO. Alors, cet appareil sort du RAW, un RAW, donc l'image non traitée, qui n'a pas subi de traitement numérique, qu'on peut garder, et là je l'ai traité avec notre logiciel au fur et à mesure des âges. Donc on voit, bon là c'était une des premières versions de notre logiciel qui faisait à peine mieux que le boîtier numérique en termes de traitement. Donc on gardait peut-être un peu plus de couleurs, mais enfin c'était tout juste. Et au fur et à mesure des années, on voit l'amélioration des algorithmes. Donc ça correspond aux différentes versions de ce logiciel. Donc la V5, on voit l'amélioration, c'est une dame, un peu plus de détails. En V7, on a quasiment plus de couleurs dans le bruit, hein, par rapport à avant où on voyait un bruit très coloré. Le bruit a perdu sa couleur, le bruit est très fin. Et enfin, disons, c'est pas la dernière version, mais pas loin, de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc l'écart entre la photo telle que processée par un traitement d'image il y a 10 ans, parce que c'est celui de l'appareil photo qui a été conçu il y a 10 ans, par rapport à un traitement d'image d'aujourd'hui, on voit tout à fait l'écart, le gain que apporte le traitement numérique, et l'intérêt aussi que vous avez de garder vos RAW si vous foutez avec un réflexe, parce que peut-être que dans 10 ans, vous pourrez en tirer une meilleure part. Au-delà de ça, comme précisait Gérard Berry, il y a des gains additionnels qui sont possibles grâce au multi-image. Alors, avec un réflexe, il y a des modes rafale qui permettent de faire plusieurs captures, mais enfin, c'est assez fastidieux. Mais bon, néanmoins, c'est quelque chose de faisable. Donc, on peut imaginer, alors donc ça correspond à dire, par exemple, 4 photos, je fais 4 photos avec mon Nikon D70S en RAW. Je vais les fusionner intelligemment et ça va encore me permettre d'encore plus réduire le bruit.
Et donc si je reprends la même image, en supposant que j'ai fait 4 shoots successifs en RAW que j'ai fusionnés, ça me donne ça. Donc j'ai encore gagné en bruit. Et en fait, on arrive au niveau de qualité que j'aurais eu avec ce même boîtier, enfin que je suis toujours ce même boîtier, en sortant du JPEG, mais à un ISO environ de 200. Donc on voit le facteur 20 en fait de sensibilité qui a été gagné à la fois grâce au gain sur les capteurs, mais aussi sur le traitement d'image. Et le traitement d'image, disons, est à représenter à peu près les 2/3, ou ce n'est plus de ce gain. Voilà. Alors évidemment, il suffit pas. Donc oui, alors tout ça pour conclure que en fait un APS-C d'il y a 10 ans, c'est équivalent à un capteur 1/3 de pouce de construction d'aujourd'hui, avec du traitement d'image d'aujourd'hui, en termes de sensibilité. Alors il y a d'autres aspects qu'il faudrait considérer pour exactement les comparer, mais ça donne une idée. Et donc ça dit en gros qu'un capteur 1/3 de pouce aujourd'hui a une qualité similaire, disons, à ce que faisait un réflexe au moment de leur introduction sur le marché. Et ce qui explique la démocratisation, la diffusion des caméras de téléphone, en tout cas pour les bonnes. Alors, en fait, il y a un autre facteur dans la réduction de la taille des caméras, c'est la taille des optiques. Alors, on a vu le capteur, il peut être réduit. Et alors, l'optique, mécaniquement, alors c'est pas tout à fait la loi de la physique, mais disent, bon, si je réduis ma diagonale de capteur d'un facteur 2, par exemple, mon optique va se réduire homothétiquement d'un facteur 2, va être 2 fois plus petite dans chaque direction. C'est une première approximation. Et donc je peux faire la même chose, je peux prendre une optique de réflexe, je regarde sa conception, et elle a été conçue pour un capteur APS-C. Si je la mets sur un capteur 1/3 de pouce, je la réduis homothétiquement, et bien en fait j'arrive à quelque chose de beaucoup plus gros qu'une optique de caméraphone. Donc rapporté à la diagonale du capteur, en fait une optique de réflexe, c'est 2,5 fois plus gros qu'une optique de caméra. Donc il y a eu aussi des efforts de miniaturisation dans les optiques de téléphone. Alors ça c'est historique. Disons les optiques de réflexe en fait sont grosses par l'histoire, et c'est par le réflexe lui-même. Donc pour avoir une visée réflexe, il fallait avoir un miroir. La pellicule n'était pas insolée. Il y avait un miroir qui permettait de renvoyer la lumière vers le viseur réflexe. Et ben pour que ce miroir puisse passer lorsqu'on appuie sur le déclencheur, il fallait laisser de la place, et ça obligeait de mettre les optiques loin du capteur, enfin loin de la pellicule, pardon. Et donc c'est un large espace en fait entre le capteur et l'optique, et qui a donné toute une catégorie d'optiques qui ont été designées pour, c'est un principe téléphoto, et qui a été démocratisé par un Français ingénieux dans les années 50, mais aujourd'hui à peu près toutes les optiques de réflexe ont issu de ce principe de rétrofocus, en fait on génère des optiques plus grosses que ce qu'elles ne pourraient être en soi. Alors c'est un problème parfois pour le photographe parce qu'il doit porter une grosse optique. De l'autre côté, il y en a certains qui aiment bien avoir des gros objets dans les mains, donc c'est pas forcément toujours un problème. Alors néanmoins, les constructeurs, avec l'avènement du numérique, ont disons le viseur est devenu numérique, donc le capteur, enfin c'est le capteur qui servait de viseur. Il n'y avait plus besoin de réflexe, et c'est l'arrivée des mirrorless caméras qui ont permis de rapprocher l'optique du capteur, et ainsi de concevoir des optiques beaucoup plus petites, mais néanmoins quand même assez grosses. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'optique est proche du capteur, plus il est compact. Alors, donc cette idée-là a été poursuivie pour les téléphones mobiles, dans lequel, même un mirrorless design d'optique, on a l'optique qui est quand même assez loin du capteur, et on s'est dit, autant la coller sur le capteur pour faire quelque chose de plus petit. Donc, alors, ça paraît simple, mais il y a quand même quelques difficultés. Une des difficultés, j'en citerai qu'une, c'est les angles d'incidence de la lumière. C'est-à-dire qu'en étant loin du capteur, on a des angles d'incidence qui sont relativement orthofrontaux au capteur, alors que quand on est proche, on va avoir des angles d'incidence beaucoup plus élevés, et ça, le capteur n'aime pas. Alors, il n'aime pas parce qu'en fait, la réponse à la lumière, la façon dont le capteur voit la lumière, va dépendre de l'angle d'incidence des rayons.
Et alors pour plein de raisons, il y a des histoires de crosstalk, c'est des rayons qui ont été filtrés dans le rouge, mais qui vont aller taper une zone qui est censée être verte. Il y a le filtre IR qui aussi change en fonction de l'angle d'incidence des rayons, et ce qui fait qu'on aboutit sur des images, disons brutes, dont la couleur n'est pas vue de la même façon au centre et au coin. Alors je ne sais pas si on voit pas forcément bien sur cette image, mais disons le centre de l'image ici est bleu et le coin est rose. Et c'est uniquement lié à ce phénomène. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est entièrement modélisable. Alors ça se calibre, donc chaque caméra de téléphone va être calibrée à l'unité. Donc c'est un apprentissage qui est fait au moment de la calibration sur la chaîne de production de la caméra. Mais ça suffit pas parce que des micro-variations de l'ordre du micromètre change en fait ces cartes de réponse spectrale, et donc on a aussi un apprentissage en temps réel au fur et à mesure des prises de vue pour parfaire, disons, cette chose-là. Donc ça c'est en gros un phénomène modélisable, donc complètement corrigeable, et malgré le fait que le capteur a vu des couleurs bizarres, on arrive à régénérer des couleurs tout à fait acceptables pour l'œil. Donc juste pour prendre un autre exemple sur lequel on a pas mal travaillé ces dernières années à DxO, donc c'est de dire est-ce qu'on peut faire une caméra qui tient dans la poche, mais avec un capteur qui a la taille d'un réflexe, la taille d'un capteur de réflexe. Donc suivant le même principe, on va suivre le même disons de système de co-optimisation entre le hardware et le traitement d'image. On prend un capteur de réflexe, un capteur 1 pouce. On fait un design avec l'optique collée sur le capteur, ce qui nous permet d'avoir un caméra module assez compact et en tout cas beaucoup plus compact. Donc vous avez à gauche un caméra module donc airless, et à droite un caméra module qui est mirrorless juste, qui est beaucoup plus gros, environ 3-4 fois plus gros dans chaque direction, en volume. Et c'est ainsi qu'on arrive à faire une caméra assez petite, voilà, comme ça, qui tient dans la poche, et beaucoup plus petite que le précédent plus petite caméra avec un capteur de réflexe. Voilà, alors maintenant la suite. La miniaturisation, c'est la course aujourd'hui dans tous les R&D de fabricants d'appareils photo, c'est miniaturiser, miniaturiser, miniaturiser. Alors il se trouve que l'innovation est drivée par les téléphones et sur lequel il y a, disons, la surface, on a de la surface, on peut utiliser tout le dos du téléphone en soi, mais l'épaisseur, disons, est un problème. Hein, on veut des téléphones très fins. Donc la pression de la demande de ceux qui vont incorporer des appareils photo est sur l'épaisseur. Et en revanche, ils nous disent, vous pouvez coloniser la surface comme vous voulez et mettre plus de pixels, faites ce que vous voulez. Donc on a une équation là-dessus. Et donc on voit un certain nombre de tentatives. Hein. Donc pour l'instant, on est dans le domaine expérimental. Alors il y a quelques applications, disons quelques caméras qui sortent sur le marché, mais ça reste encore confidentiel. De la piste du multicaméra, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une seule caméra conventionnelle, on va en mettre plein, plus petites, et faire une sorte d'œil de mouche, disons dans l'architecture. Alors on a Stanford qui a sorti il y a quelques années donc une matrice de caméras. Qui a été reproduit selon différentes façons par un certain nombre de constructeurs. Bon, pour l'instant, c'est encore anecdotique, ça ne perce pas dans le marché, mais c'est une tendance, et c'est une tendance qui est assez intéressante, parce qu'elle permet de faire de la photo. À partir de ça, je peux faire une belle photo, je peux fusionner toutes ces images issues de toutes ces caméras pour faire une photo. Mais je peux aussi, mais ça capture plus d'informations que juste, disons, l'intensité lumineuse. Et notamment, ça capture le 3D. Alors, l'intérêt de capturer le 3D, ça peut être des effets spéciaux, ça peut être aussi de travailler sur la profondeur de champ a posteriori. Donc, je peux rendre flou ce qui est une certaine distance. Et quelque chose aussi assez intéressant et qui est peut-être plus futuriste mais qui viendra un jour, c'est le light field, qui est l'équivalent ou un équivalent de l'holographie qu'on a vu avant, qui est de dire donc le light field, ça consiste à dire je vais prendre des photos selon tous les points de vue, de ma scène selon tous les points de vue. Donc ça correspond à la caméra de Stanford. Bon, on va pas faire tous les points de vue, mais on va en faire beaucoup. Hein, donc peut-être une centaine, 10 par 10 caméras, ça fait une centaine de points de vue.
Évidemment, donc ça dit, j'ai fait la photo de ma scène en me mettant ici, en me mettant ici, en me mettant ici. Donc en fait, j'ai ce que j'aurais vu en me mettant à différents endroits, hein, grâce à une caméra comme ça. Alors ce qui manque, c'est l'outil de restitution. Parce que les outils de restitution, ben, mon écran, il va m'envoyer la même chose, quelle que soit la position dans laquelle je suis. Alors, il y a eu des tentatives avec les effets 3D, le cinéma 3D ou les écrans 3D, qui est de dire, bon, on va essayer d'envoyer des choses différentes aux deux yeux. Il y a des écrans qui arrivent 3D dans lesquels on n'a pas besoin de porter de lunettes. Donc, en fait, comment ça marche? C'est le pixel, chaque pixel de l'écran qui va envoyer une image différente selon l'angle, au lieu d'envoyer la même chose selon tous les angles. Donc ça arrive. Le jour ça arrivera, on pourra mettre un écran sur un mur, il n'y a pas de fenêtre ici, et en ayant photographié avec une caméra, la caméra Stanford, ce que j'ai à travers une fenêtre, hein, je pourrais reproduire sur cet écran Lightfield ce que je voyais à travers la fenêtre. Donc j'aurais un écran qui fait une fenêtre vers le monde, en fait. Hein. Alors moi, personnellement, ça m'intéresserait, hein, parce que plutôt que de voir une fenêtre sur le bâtiment avec une vue sur le bâtiment gris d'en face, je préfère avoir un écran qui me représente le Mont Blanc et quand je bouge, je verrai le Mont Blanc bouger comme si j'avais été derrière une fenêtre voyant le Mont Blanc. Donc ça vient. C'est encore expérimental, mais c'est une tendance qui est tout à fait possible et qui est, disons, tout à fait donc techniquement possible, industriellement possible, compte tenu des formes facteurs des téléphones. On a le droit d'utiliser de la surface, mais économiquement aujourd'hui pas viable. Donc il va falloir, mais c'est une question de temps. Alors, miniaturisation, démocratisation de l'appareil photo. Donc très bien, mais ça fait pas Monsieur Tout le Monde un photographe. Et donc Monsieur Tout le Monde, il attend que l'appareil photo fasse de belles photos pour lui. Il n'a pas forcément la patience pour choisir l'instant. Donc on va voir comment ça s'est réglé. Alors il y a un phénomène qui était un problème dans les premiers téléphones, caméras de téléphone, qui s'appelait le shutter lag. Il faut voir un téléphone, il y a un système qui n'est pas du tout temps réel, donc votre déclencheur, qui est un élément d'IHM du téléphone, quand vous appuyez pour déclencher, comme ce n'est pas un système temps réel, il va s'écouler un certain temps, voilà, c'est le temps en rouge après le déclenchement, avant que la caméra sache « Ah, il faut que je prenne une photo ». Donc ça a amené un lag, un délai entre le moment où on appuie et le moment où on a la photo, ce qui est absolument déplaisant. Donc pour éviter ça, les fabricants d'appareils photo, on se dit bah, « c'est pas grave, on va enregistrer les photos en permanence ». Je les stocke, on ne va pas en stocker pendant des heures, on va garder la dernière seconde par exemple, donc ça fait une trentaine d'images. Et quand la personne appuie, je vais aller chercher dans le passé l'image qui correspond au moment où elle a appuyé. Donc ça c'est très bien. Alors évidemment, un petit détail, ça n'a pas été bien réglé au début, donc je ne sais plus si c'est l'iPhone 4 où les gens disaient « Ah, il prend les photos avant que j'ai appuyé En fait, il les prend en permanence, mais là, il a deviné que j'allais appuyer sur le bouton. Et donc, bref, tout ça amène au fait que dans une caméra de téléphone, en tout cas, on a plein de photos en permanence. Donc quand je veux générer une photo, j'en ai plein à ma disposition. Donc autant les utiliser. Donc on a vu qu'on peut les utiliser pour débruiter, évidemment on peut les utiliser pour autre chose. Par exemple, on peut imaginer que, surtout sur une caméra de téléphone, je bouge, je fais pas attention. Donc j'en ai quelques-unes qui sont floues, parce que j'ai un flou de bouger. Et au moment où j'appuie, en plus, l'IHM n'est pas forcément bien fait, donc quand j'appuie, je fais bouger la caméra. Donc j'ai un flou de bouger, c'est pas grave. Je vais aller chercher avant ou après, un moment où je bougeais moins, pour choisir l'image. Et ça les caméras de téléphone le font, sans vous le dire, évidemment. Alors évidemment aussi, j'ai pas forcément une image partout nette. C'est pas grave. J'ai toujours un endroit parmi toutes mes images. Je vais repérer les endroits qui sont nets et je vais faire une composition. C'est-à-dire, je vais prendre un morceau de telle image qui est nette, un autre morceau de telle autre image qui est nette, et en fusionnant les n images, je vais en reconstituer une à peu près nette. Pareil pour les visages. Donc, vous appuyez sur au moment où vous appuyez, il y a des sourires qui n'étaient pas là. C'est pas grave. Peut-être avant, peut-être après, il y en avait. Alors bon,
Ça marche quand il y a 3 personnes, quand il y en a plus, c'est plus difficile, mais c'est pas grave non plus. On peut imaginer, dans ma rafale de photos, en fait, prendre les visages des différentes photos et ainsi constituer une seule photo qui a tous les visages qui sourient. Ou inversement, les faire tous grimacer, c'est tout à fait possible aussi. On a vu le HDR. Bon, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, le photographe, l'utilisateur de l'appareil photo de téléphone n'a pas forcément la maîtrise de l'instant. C'est plus lui forcément le maître de l'instant. Les automatismes prennent la main sur sa maîtrise de l'instant. Alors, il y a une autre évolution qui est intéressante. C'est c'est le live photo d'Apple. Évidemment, on a toutes ces photos. Bon, on peut dire autant les garder, les mettre derrière la photo. Et comme ça, aujourd'hui, ils en font un petit film. Mais on peut imaginer avoir la série de photos et que ça soit non pas le photographe qui choisisse l'instant, mais celui qui regarde les photos. Au moment de la non, c'est pas celle-là, je préférais celle-là, etc. Et on voit une sorte de continuum qui apparaît entre la photo et la vidéo à ce niveau-là. Et alors, on commence à voir des photographes de mode qui utilisent des appareils vidéo. Donc là, c'est une caméra cinéma. Pour faire des shootings de mode, parce que capturer l'instant c'est difficile, mais avec par exemple une caméra, c'est une Red Dragon, donc c'est 18 millions de pixels, 85 images secondes en RAW en plus, donc non traité. Vous laissez tourner la caméra, vous avez le cadrage à faire, ça reste, et à la fin vous choisissez vos instants. Donc ça arrive dans la mode, et on peut imaginer d'autres applications où ça simplifierait la vie d'un certain nombre de personnes, de dire je laisse tourner l'appareil, et puis à la fin, chez moi, je vais choisir le moment où telle personne a tiré sur le ballon, etc. Voilà, donc ça c'est la maîtrise de l'instant qui se retrouve changée dans les appareils de photo d'aujourd'hui, et c'est de pire en pire, j'allais dire, enfin, ou de mieux en mieux. Alors, de la même façon, monsieur tout le monde, il s'entend avoir des belles photos. Et alors, il y a eu un moment où les fabricants d'appareils photo essayaient d'avoir la fidélité. Après, ils ont vite compris, ils se sont dit non, c'est pas la fidélité qu'il faut que je vise, c'est quelque chose de plus sympathique que la fidélité, on va voir après. Mais donc là, on va au-delà, on commence à aller dans l'interprétation de la photo. Donc c'est l'appareil photo qui va commencer à interpréter la photo, qui va se dire, ok, j'ai un centre d'intérêt qui est la ligne des tiers, je vais renforcer telle partie, etc. Parce que, en moyenne, en général, ça permet de faire une meilleure photo. Et ça, sans vous le dire. Alors, ça on savait, donc la fidélité, c'est bof. Après, ça dépend de l'écran, mais les fabricants, nos chimistes, Fuji, Kodak et autres, le savaient, donc ils travaillaient leur film et le développement pour avoir de plus belles couleurs, de plus beaux contrastes. Les fabricants d'appareils photo ont aussi fait ça. Mais je vais vous illustrer qu'on va bien au-delà sur une photo, donc cette photo. Donc, pareil, tout à fait, alors peut-être que c'est peut-être mieux de la regarder là-bas, mais donc voilà, une photo de tout à fait photographe, mais qui pourrait être une photo de vacances, en fait, on va dire. Et en fait, la photo, c'est ça. Donc là, et là quand même, on peut se dire, pas forcément une bonne matière pour faire quelque chose de sympathique, mais quand même. Alors, évidemment, on va corriger les défauts, donc ça, c'est ce que Gérard a montré avant, donc là, c'est automatique, on y va. Tous les défauts d'optique. L'horizon, il y a un accéléromètre dans tout appareil aujourd'hui, donc on corrige l'horizon automatiquement, c'est facile. On va rattraper la lumière, parce qu'on n'aime pas les grosses zones sombres. Hop, voilà. Et on met un peu de couleur, parce que quand même... Et puis là, on se rend compte que... Bon, il y a une personne dans la ligne des tétières, il y a une ouverture vers la gauche. Ah, eh ben, il faut renforcer cette ligne. Donc on va assombrir le haut et le bas pour renforcer ça, et ça fait une photo qui a presque une histoire. Voilà, par rapport en tout cas à la version initiale. Alors attention, je ne suis pas dans l'artistique encore, mais je suis dans la photo de vacances, monsieur tout le monde, mais il s'attend à avoir de belles photos. Les photos qu'il a envie de montrer, c'est ça qu'il demande. Et donc, c'est pas un artiste, donc il faut que l'appareil fasse ce travail pour lui. Haute photo, donc voilà, une image capturée, je fais une portrait, bon, c'est pas une fille. Eh bien, on détecte que c'est un portrait qui est centré, pas de problème.
Donc on va travailler la teinte de la peau, la teinte chair, et on va renforcer l'aspect portrait, donc on va mettre un vignotage pour centrer le regard sur la partie du centre. Voilà. Donc ça, ce sont des traitements qui peuvent être faits automatiquement, ou qui vont être faits automatiquement dans les appareils photo, parce que monsieur tout le monde demande ça. Votre exemple, paysage, image capturée, donc on corrige tous les défauts, on travaille la lumière, parce que le ciel était grillé, et c'est un paysage, il faut une intensité sur un paysage, hop, on renforce l'intensité du paysage. Voilà, donc ça fait une photo versus une image capturée. Voilà, donc tout ça pour dire que bon, miniaturisation donc a été permis par le numérique, aussi par le travail des physiciens, mais c'est un travail conjoint, a permis de miniaturiser. Maintenant que tout le monde a l'appareil photo dans la poche et s'en sert, dans la poche, c'est un appareil photo en permanence avec lui, il y a l'aspect démocratisation, il y a une autre demande, je vais m'expliquer. Donc c'est une utilisation grand public avec des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées à l'appareil photo. Mais donc une exigence de résultat, une éducation, de par les photos qu'on voit, etc., mais sans le savoir-faire pour cela. Donc il faut que l'appareil photo le fasse, c'est ce qui est demandé. Donc on l'a vu à travers le choix de l'instant, et aussi une interprétation automatique de la photo, qui est une modification de la scène. Alors, la question c'est est-ce que c'est une aide ou une perte de contrôle? On peut se poser cette question. Alors j'aime bien faire l'analogie avec la boîte automatique dans les véhicules. Quand la boîte automatique est arrivée, les pilotes de Formule 1 hurlaient en disant « Ah, c'est quoi cette chose? Je perds le contrôle de ma voiture, etc. » et tout. Puis petit à petit, ils ont appris à jouer avec, et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une Formule 1 qui n'a pas une boîte automatique. Alors il y a certes le moyen de débrayer, de passer en manuel, mais ils prennent ça comme une aide, réellement, plus que comme une perte de contrôle. Donc en fait, je pense qu'il faut voir ça comme une nouvelle possibilité qui sont ouvertes aux photographes. Évidemment, la photo classique, réflexe, ce qui ne subit que très peu de modifications ou uniquement des modifications de correction, comme les a présenté Gérard, va persister, mais il y a une demande de modification de l'appareil photo pour faire de belles photos systématiquement, etc., qui revient à modifier la réalité, modifier l'intention parfois du photographe, donc ça peut être perçu aussi comme des nouvelles possibilités pour les vrais photographes. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, pardon. Pardon. Est-ce que dans vos algorithmes, vous tenez compte des différences de perception culturelle d'une image, justement par exemple entre l'Asie et l'Europe, où les couleurs sont plus saturées, enfin il y a un certain nombre de différences? Alors, il y a ça. Alors, dans la photographie, disons réflexe, il n'y a pas. En revanche, dans les téléphones, si vous prenez un Samsung ou un iPhone, il y a des réglages qui sont différents. C'est essentiellement sur la couleur de peau que ça joue. Et pas sur la saturation, par exemple des verts ou des rouges, qui n'est pas vécu de la même manière? Disons, alors il y a des différences entre les téléphones, mais elles sont pas, je pense pas, liées à des aspects culturels. C'est plus un état de fait, ou disons ceux qui ont réglé. Par contre, sur les teintes chères, là, il y a vraiment un aspect culturel. Clairement, enfin, on travaille avec des fabricants de téléphones. Les réglages qui sont demandés sur la peau sont différents aux États-Unis et en Corée. Une question derrière vous, puis ensuite Jean Salençon. Approchez-vous d'un micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voulais vous poser la question, vous avez parlé de belles photos. Au niveau des concepteurs, qui et comment définit ce terme, et comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Quelles sont les équipes? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est effectivement une très bonne question. En fait, on est obligé de travailler avec des photographes. Donc, en fait, ça revient à regarder ce qu'ils font lorsqu'ils font de la retouche. Alors, le cadrage, on peut pas trop jouer. Hein. Ça, on peut pas encore remplacer le cadreur. En tout cas au niveau numérique, tout ce qu'on peut faire, c'est dans le travail de la photo après sa prise de vue. Et donc on regarde ce que font les photographes, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de constances qui sont faites.
Alors évidemment, ça va pas être un art transgressif, ce qu'on fait, c'est plutôt reproduire des principes de base qui, je pense, sont aussi enseignés dans les écoles de photographie. On peut aussi reproduire des tendances, il y a des modes, mais donc voilà, c'est plutôt en travaillant avec des photographes qu'on fait ça. Oui, merci. Vous avez insisté sur l'importance de conserver le RAW. Alors, moi, j'ai le sentiment que le RAW n'est pas le même selon les constructeurs d'appareils. Le RAW Nikon, c'est pas celui de Leica ni celui de Canon. Donc, comment est-ce qu'on doit se comporter dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut les traiter ensuite? Est-ce qu'on pourra dans 10 ans traiter le RAW de Nikon avec un logiciel Alors, oui, donc ça, c'est le problème de l'archivage. Donc effectivement, tous les RAW sont différents. Alors, pour un archivage, disons, long terme, il y a un format qui a été défini par Adobe, qui est le DNG, qui est à peu près communément admis, qui, disons, est lisible, enfin, est parfaitement décrit, donc sera lisible plus tard. Et donc, une possibilité, c'est de transformer vos images en DNG, Adobe DNG. En revanche, je dirais, tant que vous avez un logiciel qui permet de lire vos photos RAW, et que utilisez votre logiciel préféré pour ça, et c'est le jour où ça sera plus possible, dans ce cas, transformer en DNG. Parce que la transformation en DNG, c'est pas garanti qu'elle soit sans perte d'information. Adobe a fait extrêmement attention, enfin disons que c'est un consortium qui a travaillé là-dessus, qui a été initié par Adobe, mais ensuite il y a un certain nombre d'industriels qui ont travaillé là-dessus. Ils ont fait attention à définir un format qui perd le minimum d'informations par rapport au RAW des constructeurs. Néanmoins, il y a dans les RAW des boîtiers des informations cryptées, plus ou moins cryptées, qui ne sont pas publiques, enregistrées par Canon, Nikon, etc., qui leur sert peut-être à débugger leur appareil, ou j'en sais rien, mais qui sont parfois utiles parce qu'ils contiennent des informations qui aident à la compréhension de la scène. Donc, disons, ça peut aider sur ce qui s'est passé avant, les notions d'exposition, pourquoi il y a eu cette exposition-là, de fait, etc. Et ça, dans le DNG, c'est perdu. Deux questions supplémentaires, Bernard Perrine et Dominique de Fonréau. Oui, vous avez parlé un peu de l'appareil de photo du futur pour monsieur tout le monde qui voudrait avoir une belle photo. Mais il y a à l'heure actuelle, il y a des recherches qui se font sur le contraire, c'est-à-dire que votre appareil avec peut-être plusieurs caméras va enregistrer un fichier et c'est vous ensuite, comme créateur, qui allez déterminer la profondeur de champ, la zone de netteté, la lumière, le cadrage. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous allez aller dans cette voie-là? Parce que moi, j'ai vu fonctionner des prototypes et qui vont effectivement à l'encontre. Parce que d'un autre côté, on cherche à donner une bonne photo lambda qui est produite par des statistiques, comme les statistiques étaient produites avant déjà de temps de l'argentique, puisque Kodak déterminait son vert de la Kodachrome et des autres pellicules par des statistiques de personnes qui étaient consultées pour dire, voilà, c'est le vert du terrain de golf qu'il faut. Donc, d'un côté, on cherche effectivement à donner une bonne photo lambda, et de l'autre côté, il y aurait des recherches qui seraient faites pour que le photographe, une fois qu'il aurait déterminé sa prise de vue, c'est lui ensuite qui déterminerait la zone de netteté, le cadrage, la lumière, etc. Exactement. En fait, l'innovation aujourd'hui, elle est portée quand même par les fabricants de téléphones. Disons que c'est la multiplication des caméras et donc les moyens économiques qui sont en jeu qui permettent ça. Et on a vu, par exemple, le fait de pouvoir avoir toute une série de photos voire même d'aller coloniser la surface du téléphone, donc avoir plusieurs caméras. Donc ça amène... Enfin, disons, le numérique change aussi l'appareil photo au sens où il se contente, ça devient une machine à capture d'informations. Sa fonction première, c'est de capturer l'information. Ensuite, qu'elle soit biaisée ou pas biaisée, etc., à la limite, c'est pas grave, parce que tous les biais modélisables, enfin la plupart des biais, sont corrigeables numériquement.
Donc la conception de l'appareil photo, ça va être de capturer un maximum d'informations. Et ensuite, cette information, elle va être disponible alors, au photographe. Alors, au grand public, lui, il va juste vouloir avoir la photo finale. Mais le photographe, disons, exigeant, artistique ou autre, lui, va peut-être se servir de cette information pour d'autres choses, pour faire de la composition, pour changer de point de vue, pour changer la profondeur de champ, enfin, ce genre de choses, a posteriori, ou choisir l'instant a posteriori. Comme pour les caméras cinéma, l'utilisation des caméras cinéma. Donc ça oui, ça vient. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas, comme aujourd'hui, en fait, il n'y a pas qu'un seul appareil photo. Il y a, disons, la gamme des réflexes qui vise une catégorie de photographes et la caméra de téléphone qui, elle, vise le grand public. Donc deux usages très différents. Mais là où la caméra se rejoint, c'est sur la conception qui est là pour capturer l'information, pour laisser plus de liberté à celui qui veut l'utiliser, ou laisser plus de liberté, disons, aux automatismes qui vont l'utiliser pour faire de meilleures photos. Dominique de Fonréau. Merci, Monsieur le Président. C'était simplement une remarque, en fond d'un peu de boutade, c'est que ce dont Arago a rêvé, l'iPhone l'a réalisé d'une certaine manière. Les images se forment seules dans la caméra obscura. Il n'y a plus de caméra obscura, mais en tous les cas, elles se forment seules dans l'iPhone, si j'ai bien compris, puisqu'il arrive même à prendre des images avant qu'on les prenne. Donc ça, c'est effectivement une boutade et aussi une réflexion sur le fait, finalement, parce que vous avez parlé, et comme mademoiselle, je souligne votre usage de la belle image, c'est que finalement, ou de l'image belle, c'est que finalement tout ça devient possible parce que depuis un peu plus de 150 ans, depuis 170 ans, la photographie a pu construire son paradigme esthétique et que donc Monsieur Tout-le-Monde a une réflexion esthétique qu'il n'avait pas en 1839. Donc du coup, je trouve que je dois dire, forcément, moi je suis conservateur de musée et je m'intéresse à la photographie ancienne, donc ce que vous avez présenté au regard de ma réflexion historique est forcément un peu agaçante. Ça ne peut pas être autrement, je ne pourrais pas dire autrement. Mais ce n'est pas vous qui l'a étincé là, ce que vous développez. Mais à rebours, par contre, je trouve très intéressant la réflexion théorique que ça amène, parce que ça amène à se poser la question sur l'histoire de la photographie et la manière dont elle s'est mise en œuvre dans cette maison avec François. Voilà. C'était juste une réflexion. Alors, la photographie était toujours liée à l'outil. Hein. On a vu l'évolution de l'outil de l'appareil photo au cours des âges, et je pense que la photographie est influencée par l'outil. Et encore aujourd'hui, la photographie est influencée par les outils disponibles. Donc, on a beaucoup d'artistes qui font des photos avec des iPhones. Est-ce que il y a au début qui disaient c'est pas de la photo, d'autres qui disent bah si. Enfin bon, voilà. Donc, disons, la technologie influe aussi sur l'art et de la même façon on essaye de s'instruire de l'art pour améliorer nos technologies. Merci, nous allons passer au